Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. L'opposition congolaise s'organise pour barrer la route au président Joseph Kabila en 2016. Ses responsables appellent à une manifestation le 4 août prochain contre la révision de la Constitution. Ouagadougou abrite la 4e conférence du traité d'amitié Burkina Faso-Côte d'Ivoire, une rencontre qui devrait déboucher sur la signature de plusieurs accords de coopération entre les deux États et puis un gros plan en fin d'édition sur le Centre national d'oncologie en Mauritanie. 5 ans après sa mise en place, il bénéficie d'une renommée régionale. L'opposition congolaise ne désarme pas. Après une pétition Sauvons la Constitution, 3 partis d'opposition veulent accentuer la pression. Ils ont appelé les Congolais à se réunir massivement le 4 août prochain pour manifester contre le projet de réforme constitutionnelle. Les précisions de Ipra Radindiaï. Mobilisation de l'opposition contre la révision constitutionnelle. Dans une lettre commune publiée mardi 29 juillet, 3 partis de l'opposition appellent à une mobilisation le 4 août prochain pour dénoncer le projet de révision de la Constitution en République démocratique du Congo. Il s'agit de l'UDPS d'Étienne Tshisekedi, de l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe et de l'engagement pour la citoyenneté et le développement dirigé par Martin Fayoulou. Nous lançons un appel à la population de Kinshasa à venir nombreux assister à un meeting populaire de sensibilisation que nous organisons le lundi 4 août 2014 à la place Sainte-Thérèse de Ndjili. L'objectif est en effet de barrer la route à une éventuelle candidature à la présidentielle de 2016 du président Joseph Kabila. Pour l'opposition, ce dernier souhaiterait briguer un 3e mandat alors que la Constitution limite les présidents à 2 mandats de 5 ans. Un mandat de trop, souligne l'opposition. Des accusations balayées d'un revers de main par la majorité présidentielle. Mais le projet de réforme constitutionnelle est bien connu. Il porte sur des articles qui n'ont pas été verrouillés par la Constitution. Nous nous demandons au nom de quel principe. Les travaux de la 4e conférence du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire se tiennent actuellement à Ouagadougou en présence des chefs d'État ivoiriens Alassane Ouattara et burkinabé Blaise Compaoré. Une rencontre qui devrait déboucher sur la signature de 26 accords de coopération ce 30 juillet. On écoute à ce propos Alain Sissao, anthropologue. Je pense que le Burkina et la Côte d'Ivoire, il y a une histoire partagée au niveau des peuples. D'abord au niveau des échanges, parce que vous savez, pendant la colonisation, il y a eu un certain nombre de traités qui ont été organisés et qui ont permis justement le déplacement de populations voltaïques vers la Côte d'Ivoire. Même avant ça, j'allais dire, quand la haute volta a été supprimée, elle a été partagée tantôt entre plusieurs territoires. Elle était reconstituée en 1947. Le processus a continué. Mais avant ça, on avait ce qu'on appelait la basse Côte d'Ivoire et la haute Côte d'Ivoire. La basse Côte d'Ivoire, qui correspondait un peu au territoire burkinabé. Donc, il y a ça. Donc, les peuples, quelque part, se sont mélangés par l'histoire, par le fait de l'histoire, mais aussi par le fait que, au niveau politique aussi. Voilà plus de 10 ans que le Tchad s'est lancé dans une politique de libéralisation de son économie. Des mesures conséquentes ont alors été entreprises par le gouvernement afin d'améliorer le climat des affaires. Parmi celles-ci, la mise en place d'un guichet unique au sein de l'Agence nationale des investissements et des exportations. Un reportage de notre correspondant Daniel Aboki. Créer son entreprise en 72 heures, c'est l'une des facilités qu'offre le guichet unique aux opérateurs économiques. À l'instar de la plupart des pays africains, le Tchad renoue avec la programmation économique. Au-delà de l'amélioration du climat des affaires, la mise en place du guichet unique vise surtout à ramener vers le secteur formel une grande part de l'économie estimée à 40% du produit intérieur brut. Ce guichet unique avait le rôle qui est confié à tous les guichets uniques, d'abord réduire le nombre de procédures qu'il y a à la création d'entreprises. On est donc passé de près de 19 procédures à 4 procédures en ce temps-là. Il s'agissait également d'un deuxième objectif qui est celui de la réduction des délais dans la création de l'entreprise, d'où le délai de 72 heures fixé qui aujourd'hui est plus ou moins tenu. En 2 années de fonctionnement, le guichet unique a enregistré plus de 5000 entreprises. Une aubaine pour l'économie du pays forte d'une croissance de 7,2%. Le potentiel existe. Maintenant, ce qui manque, et c'est là
le rôle principal qu'aura à jouer l'agence, c'est de mener les études, c'est d'avoir des projets concrets à proposer à des investisseurs et à organiser dans ce cadre-là un forum international où les gens pourront avoir devant eux des projets, je dirais, comme l'on dit, globalement bancables, c'est-à-dire un projet estimé avec une étude de préfaisabilité complète. Et ce sera le rôle de l'agence qui, la semaine prochaine, va tenir un séminaire pour faire adopter son plan stratégique 2014-2018 dans ce sens-là. L'énergie, le tourisme ou encore l'agriculture sont entre autres secteurs d'opportunité au Tchad. Porte d'entrée unique pour tout investisseur au pays, l'Agence nationale des investissements et des exportations ANI entend innover davantage pour attirer de nombreux et nouveaux investisseurs étrangers. En bref, mouvement de foule meurtrier en Guinée. Une bousculade lors d'un concert sur la plage de Hokbané, près de Conakry, a causé la mort d'au moins 26 personnes ce mardi. Une semaine de deuil national a été décrétée par le gouvernement. Ebola a fait sa première victime au Nigeria. Il s'agit d'un Libérien venu de Sierra Leone et qui a transité par Lomé. Alors qu'une cellule d'urgence a été activée au Togo, les autorités nigérianes assurent prendre des mesures drastiques afin d'éviter la propagation du virus. Les précisions de Florencia Samporé. Après la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone, le premier cas de décès causé par le virus Ebola a été enregistré le 25 juillet dernier à Lagos, au Nigeria. Mais pour les autorités, il n'y a aucune raison de s'alarmer pour l'instant. Il s'agit d'une confirmation que nous avons été en contact avec le virus. Nous avons maintenant des informations sur ces manifestations dans le pays. Mais à l'heure où je vous parle, nos équipes forment les personnels médicaux et interrogent ceux qui ont été en contact avec le malade pour éviter de propager le virus. Depuis vendredi, le Nigeria tente de retracer des milliers de personnes qui ont été en contact direct ou indirect avec le porteur du virus libérien. Le gouvernement a placé tous ses ports et aéroports en alerte et débuté une campagne médiatique pour sensibiliser la population nigérienne. Nous recherchons actuellement plus de 30 000 personnes parce que tous ceux qui ont été en contact avec le patient libérien devraient être traités comme des cas suspects. Mais malgré les mesures prises, les habitants restent nerveux. À Lagos, la ville la plus peuplée de l'Afrique, les populations réclament de meilleures infrastructures et des services de santé pour faire face à l'épidémie. Dans cette zone, la réticence des villages est liée au fait que les gens ont été surpris par la maladie et ont très peur de Ebola. L'épidémie en cours depuis le début de l'année a déjà fait plus de 670 morts selon l'Organisation mondiale de la santé. Et parallèlement au Libéria, la pratique du football a été interdite jusqu'à nouvel ordre. Une décision de la Fédération nationale de football qui vise à réduire les risques de transmission du virus Ebola à travers les sports de contact. Pour rappel, l'épidémie a déjà fait 129 victimes dans le pays. En Mauritanie, l'État a mis en place début 2009 un centre national d'oncologie disposant d'une unité de traitement du cancer. Et après 5 années d'exercice, il a gagné en notoriété en Afrique de l'Ouest. Et pour cause, l'Institut dispose d'un matériel à pointe et prend en charge gratuitement des patients. Un reportage de notre correspondant Daniel Aboki. Le cancer n'est plus désormais une fatalité en Mauritanie. Avec ou sans moyens financiers, les malades de tout type de cancer arrivent à se faire soigner gratuitement. Mis en place depuis début 2009, le Centre national d'oncologie est le seul hôpital du pays à soigner tous les types de cancers, et ceci gratuitement pour tous les citoyens mauritaniens, même ceux qui ne bénéficient pas d'une assurance maladie. Je voudrais rappeler qu'avant la création du Centre national d'oncologie, la Mauritanie évacuait ses patients à l'étranger, notamment dans les pays du Maghreb. Et ce sont des évacuations qui coûtaient environ 6 millions de dollars par an. Et depuis la fin de 2008, il a été mis en place un centre national d'oncologie. Et aujourd'hui, nous soignons 1 millier de patients par an atteints de cancer. Et la plupart de ces patients sont des malades indigents qui bénéficient de la gratuité totale depuis la consultation jusqu'à la prise en charge. Le petit Diagana suit des soins au Centre national d'oncologie depuis plusieurs mois. Son évacuation au Maroc n'a pas suffi pour sa guérison. Aujourd'hui, tout semble aller mieux. Je suis ici depuis 2012 et son état s'améliore. Benina, il a tout fait pour nous. Alhamdulillah, quand on était hospitalisé à l'hôpital national, on a fait 1 semaine là-bas. Après, on est venu ici, on nous a envoyés ici.
Aujourd'hui, ça va. Il continue toujours le traitement, ça va, alhamdoulilah. Dieu merci beaucoup. Supervisé par l'Agence internationale de l'énergie atomique, le Centre national d'oncologie se lance aujourd'hui vers une nouvelle expérience, celle de la médecine nucléaire. Le Centre national d'oncologie est équipé par un matériel qui lui permet de faire et le volet diagnostique et le volet thérapeutique pour le patient atteint de cancer. Quand on dit volet diagnostique, ça veut dire l'imagerie classique, elle est disponible. La biologie médicale, elle est disponible. L'anatomopathologie, il y a un service d'anatomopathologie qui permet donc de faire donc, le diagnostic et l'immunohistochimie. Et il y a un scanner si jamais le patient il en a besoin. Aujourd'hui, le Centre national d'oncologie dispose d'un personnel spécialisé mauritanien, des médecins radiothérapeutes et des physiciens médicaux, mais aussi des techniciens capables d'assurer les soins. C'était un reportage de notre correspondant en Mauritanie, Franck Noudofina. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.